En amont du sommet sur l'IA qui s'est ouvert à Paris ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement de la France pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Plusieurs membres de l'administration Trump se rendent en Europe cette semaine, notamment au sommet sur la sécurité à Munich. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue le raccordement des pays baltes au réseau électrique européen, qui permet à l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie de prendre leur distance vis-à-vis de Moscou. Albin Kurti en route pour un troisième mandat à la tête du gouvernement kosovar. Le Premier ministre sortant est en tête des législatives et cherche une coalition. Plus de 8000 migrants sans papier ont déjà été arrêtés aux États-Unis depuis le début de l'année, alors que les ONG humanitaires parlent d'une situation très préoccupante à la frontière mexicaine. Le mouvement de boycott des supermarchés pour protester contre l'inflation gagne la Roumanie, où l'extrême droite appelle à privilégier les commerces de proximité. Le sommet sur l'intelligence artificielle organisé par la France s'est ouvert ce lundi. L'événement qui se tient à Paris durant 2 jours vise à renforcer le développement d'une IA au service de l'intérêt général, notamment en matière sociale, économique et environnementale. De nombreux chefs d'État, des géants de la tech ainsi que des dirigeants d'entreprises participeront au sommet. Le vice-président américain J.D. Vance est arrivé sur place ce matin. Ce déplacement constitue son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction. En amont du sommet, le président français Emmanuel Macron, interviewé sur France 2 dimanche dernier, a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement pour développer l'IA en France, notamment en construisant des data centers. L'Europe, et avec elle ses grands partenaires. L'Europe et avec le Canada va accélérer, la France va accélérer. Et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Si l'IA fait peser la menace de certaines dérives, cette technologie promet des avancées spectaculaires, notamment dans le domaine de la santé. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, a déclaré que de hauts responsables de l'administration seront en Europe cette semaine pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces rencontres devraient se dérouler à Munich, en Allemagne, où se tiendra la conférence annuelle sur la sécurité à la fin de cette semaine. Le vice-président J.D. Vance y sera présent. Mike Waltz a également souligné que l'administration Trump cherchait aussi à entamer des discussions avec l'Europe sur la récupération d'une partie de l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine. Il a ajouté que les alliés européens devront également jouer un rôle plus important dans le soutien à l'Ukraine à l'avenir. Selon Mike Waltz, l'économie russe ne se porte pas bien et il s'agit d'un des leviers utilisés par Donald Trump pour faire pression sur Moscou. Le président américain s'est dit prêt à taxer, à imposer des droits de douane et à sanctionner la Russie pour amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors qu'il voyageait à bord d'Air Force One ce dimanche, Trump a confirmé qu'il avait une conversation avec son homologue russe. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end, and we have to get it ended. And we have to get it ended soon. Should have never happened, would have never happened if I was president. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, l'ancien général Keith Kellogg, participeront au sommet de Munich. Le président Zelensky dirigera la délégation ukrainienne. Il a rappelé que la fin de la guerre semble proche, mais que rien ne se fera dans son pays lors de futurs pourparlers et qu'il ne faut pas donner à la Russie l'occasion de diviser le monde et de diviser les partenaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche la décision des pays baltes de se déconnecter du réseau électrique russe et bélarusse pour se raccorder au réseau européen. Les dirigeants estoniens, lituaniens et lettons ont souligné l'importance géopolitique de cette transition, qui intervient plus de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique. En se déconnectant du réseau russe, les pays baltes rompent les derniers liens qui les unissaient encore à Moscou. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. Toutes les lignes de transmission restantes entre les pays baltes et la Russie, le Bélarus et l'enclave russe de Kaliningrad ont été coupées une à une.
Le réseau électrique balte a ensuite été raccordé au réseau européen par le biais de liaisons avec la Finlande, la Suède et la Pologne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que ce changement va bien au-delà de la question énergétique. It is about European integration. It is about European sovereignty. It is about proving once again that when we come together, we can move mountains. Lithuania, Latvia, Estonia, you are at the heart of Europe. You work tirelessly for this moment. And today, all of Europe celebrates with you. 16 lignes électriques qui reliaient les États baltes à la Russie et au Bélarus ont été démantelées ces dernières années, en vue de la création d'un nouveau réseau reliant l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie au reste de l'UE. Les pays baltes, qui sont tous membres de l'OTAN, entretiennent des relations tendues avec la Russie, depuis qu'ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'URSS en 1991. Des tensions qui ont atteint leur paroxysme depuis le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Et alors que les sabotages de câbles sous-marins se multiplient dans la Baltique, que les dirigeants locaux attribuent à une stratégie de guerre hybride de la part de Moscou. Le social-démocrate Albin Kurti sort vainqueur des législatives kosovares. Selon les résultats préliminaires, le parti Autodétermination remporte autour de 42% des suffrages. Celui qu'on surnomme le Che Guevara du Kosovo entame des négociations pour former un gouvernement de coalition. Le parti de droite PDK est en deuxième position avec 21% des voix et les centristes du LDK arrivent juste après. Pra jemi të parët dhe kjo është një konfirmim për qeverisjen tonë të mirë e të mbarë demokratike e progresiste. Faleminderit shumë të gjithashtu koalicioni ynë fitues do ta formojë qeverinë e re, pra Kurti 3, dhe në këtë mënyrë ne do të vazhdojmë edhe ato punët të cilat I kemi nisur, por edhe shumë të tjera të reja në përputhje. Albin Kurti occupe le poste de Premier ministre sans discontinuer depuis 2021. Durant la campagne, Albin Kurti a promis de gouverner le Kosovo d'un bout à l'autre du pays. La formule du Premier ministre signifie son intention de limiter l'influence de Belgrade sur les régions à majorité serbe du Kosovo. La communauté internationale reproche à Albin Kurti de refuser tout dialogue avec la Serbie. Albin Kurti a déjà fermé plusieurs institutions parallèles utilisées par Belgrade au bénéfice de la minorité serbe du Kosovo. L'Union européenne et les États-Unis appellent Pristina à s'abstenir de toute décision unilatérale susceptible de ranimer les tensions ethniques. Pour ces législatives, le président serbe Aleksandar Vučić avait appelé à soutenir les candidats de la liste serbe. Le Parti des Serbes du Kosovo a remporté un peu moins de 3% des voix, soit à peu de choses près la moitié de son score d'il y a 4 ans. Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine le cheval de bataille de son deuxième mandat à la Maison-Blanche. Les gouvernements américains successifs, tant républicains que démocrates, tentent de répondre depuis des années à l'immigration clandestine dans le pays. 11 millions de personnes vivraient actuellement en situation illégale aux États-Unis. Depuis le début de l'année, environ 8000 migrants ont été arrêtés dans tout le pays. Nombre d'entre eux ont déjà été expulsés. Su tristeza, su desesperación, su frustración va en aumento. La situación en la que se encuentra en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, es de lágrimas, desesperación, y realmente no tienen un plan B. Ellos no saben qué hacer. Mucha gente está como en el limbo, porque no tienen un documento migratorio, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no conocen la ciudad. Gladys Cañas coordonne la distribution d'aide humanitaire aux migrants. Llevando comida, agua, artículos de aseo personal, colchas y todo lo que pudiera servir para que ellos pudieran estar de manera digna en ambos puentes internacionales. Malgré tout, de nombreux migrants se disent toujours déterminés à entrer aux États-Unis pour y trouver un travail. Quiero luchar hasta que se pueda, hasta que se abra otra puerta, otra ventana, esperar acá. Trabajar aquí, viviendo aquí, comprar casa aquí para viviendo. Vienen aún todavía con la esperanza
de poder entrar a Estados Unidos. Pero la historia de Gladys es solo un ejemplo de los muchos casos que se están produciendo de solidaridad. Son numerosas las ONGs y las asociaciones que ayudan estos días a los migrantes que parece no tendrán un buen futuro fuera de la frontera. En Miami, Roberto Macedonio, Euronews. La Roumanie est à son tour touchée par l'appel à boycotter les supermarchés. Le mouvement a commencé en Croatie et vise à protester contre la hausse des prix. L'ex-candidat pro-russe à la présidentielle roumaine, Călin Georgescu, appelle les consommateurs à privilégier les commerces de proximité. Călin Georgescu accuse les supermarchés de ne pas vendre suffisamment de produits roumains et de supprimer des emplois en installant des caisses automatiques. Le gouvernement roumain regrette une action politique et dénonce des risques pour les producteurs locaux dont les produits sont présents dans les rayons. Dacă vorbim de producători locali și trebuie să integrăm în magazinele de retail, aici trebuie să discutăm de cantități. De aceea noi, Ministerul Agriculturii, întotdeauna am încurajat cooperarea pentru a putea merge în fața retailului și a negocia ca aceste produse românești realizate prin cooperative să fie pe magazinele de retail. En 2024, l'inflation en Roumanie a atteint 5,5%. La baisse du pouvoir d'achat a nourri le vote contestataire dont l'extrême droite a bénéficié.